Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Bruno Klöckner, le directeur général de XPO Logistique France. On parlera notamment du partenariat avec le Tour de France, vitrine en matière d'innovation et de transition durable. Notre débat, il portera sur la loi du plomb qui autorise de nouveau un néonicotinoïdes pour certains agriculteurs français, la fin d'une concurrence déloyale en Europe selon beaucoup d'exploitants, un recul inquiétant pour les défenseurs de l'environnement. On va donc en débattre dans une dizaine de minutes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Time to Start, qui œuvre pour que les femmes, mais aussi les personnes défavorisées, puissent devenir entrepreneurs. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Bruno Klöckner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de XPO Logistique France, qui est un XPO, un géant, un des géants mondiaux de la logistique. C'est combien d'employés dans le monde, en Europe, ça représente quoi, XPO Alors, Logistique? on a énormément d'employés. En Europe, c'est plus de 15 000 employés. Et Oui. donc, en France, c'est environ 7 000 employés. Donc, D'accord. dans le monde, nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards. Donc, essentiellement aux États-Unis et en Europe. Mhm. Et donc, très fier de représenter la marque aujourd'hui, XPO Logistics. Ça veut dire que c'est des camions sur les routes, des containers sur les mers, des entrepôts un peu partout. C'est quoi vos différents métiers? C'est exactement ça. Ouais. C'est la prestation end-to-end, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des containers à l'autre bout du monde et de livrer dans la pièce de votre choix avec le dernier kilomètre. Et donc, nous sommes présents sur toute la supply chain de nos clients. Mm. Et alors, on y reviendra après, mais on va évidemment consacrer l'essentiel de cette interview à l'actualité. L'actualité, c'est le Tour de France et vous avez renouvelé votre partenariat avec le Tour. Déjà, c'est une histoire qui dure depuis combien d'années? Alors, c'est une histoire qui dure depuis 45 ans. C'est notre 45e édition cette année. Okay. Et effectivement, on a renouvelé, nous sommes très fiers d'avoir renouvelé le contrat avec ASO, puisque ce contrat, en 2030, nous portera à 50 années de partenariat. C'est d'ailleurs un des contrats les plus longs pour ASO sur le Tour de France. Ouais. ASO, évidemment, le propriétaire du Tour de France, qui est aussi le propriétaire, entre autres, du journal L'équipe. On va rentrer dans le détail. La logistique du Tour, c'est quoi? Quels sont les défis que vous devez relever? J'imagine qu'ils sont nombreux. Alors, le premier défi, c'est que le Tour de France se déroule bien et que le Tour de France, tout simplement, Ouais. puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Donc, nous, on assure toute la logistique tous les jours. Donc, le départ, l'arrivée, tous les points sportifs. Et donc, tous les jours, on transporte un peu plus de 700 tonnes de matériel. Donc, essentiellement du barriérage, mais pas que. Et donc, on a toute notre flotte de camions qui sillonnent toutes les routes de France. Ça veut dire que c'est une sorte de logistique de précision, est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, oui, c'est une logistique millimétrée même, puisque c'est très cadencé, voilà, c'est très cadré. Nous avons un certain temps pour monter, pour démonter, pour la route. Donc oui, oui, c'est au millimètre. C'est combien de camions? Alors ça dépend des Tours de France. Cette année, il est très compact, donc on a un peu moins de flotte, moins de kilomètres. Donc c'est une flotte d'environ 50 camions. On a un peu plus de véhicules parce qu'on n'a pas que des camions, on a des véhicules d'accompagnement, puis on a de grosses équipes qui se déplacent sur tout le tour. En fait, l'objectif, c'est qu'on parle surtout pas de vous. Alors, Vous voyez ce que je veux dire? alors l'objectif, c'est surtout qu'on ne parle pas de nous, Oui. c'est que tout le monde arrive sain et sauf à la fin du Tour de France. Ouais. Ça, pour moi, c'est le plus grand défi, zéro accident, évidemment. Et donc, qu'on ne parle pas de nous et qu'on parle surtout des coureurs. Parce qu'effectivement, c'est cette caravane-là qui se déplace, et vous en faites partie, c'est aussi un enjeu de sécurité important. On va parler du bilan carbone. Évidemment, le bilan carbone du Tour de France qui s'améliore selon les chiffres que donne ASO. En 2021, il était de 216 000 tonnes de CO2, 342 000 tonnes en 2013. Donc on est passé de 342 000, j'aurais dû le dire dans cet ordre-là, à 216 000. Quelle part vous prenez, vous, dans l'amélioration du bilan carbone du Tour? Est-ce que ça fait partie d'un enjeu supplémentaire, en quelque sorte, ou d'un défi supplémentaire? Alors, déjà, pour nous, c'est une valeur importante et on porte cette stratégie chez XPO depuis longtemps maintenant. Et pour ASO, évidemment, on a un accompagnement tous les ans, on doit se renouveler et on doit pouvoir mettre en place de nouvelles initiatives. La plus belle initiative, c'est celle que nous avons mise en place il y a quelques années, qui s'appelle LESS, Low Emission Sustainable Solution. Et en fait, c'est une solution qui permet de décarboner aujourd'hui l'intégralité des flux du Tour de France
on va injecter dans nos propres pompes à essence sur toute la France l'équivalent de ce qui est consommé pour le Tour de France. Donc ASO va financer l'achat de ce carburant que l'on appelle HVO et qui décarbone à 90%. Donc c'est un biocarburant. Et donc l'équivalent de tous les litrages qui sont mis dans nos camions pendant tout le Tour de France sont injectés dans nos cuves, ce qui permet de décarboner l'équivalent des kilomètres parcourus. Ok, alors attendez, parce que j'essaie de bien comprendre. Oui. C'est-à-dire, c'est pas vos camions qui roulent avec ce biocarburant, non, mais en revanche, vous le compensez en quelque sorte en le mettant dans les pompes, c'est ça? Et c'est exactement ça. Et comme vous pouvez le comprendre, partout en France, on ne peut pas ravitailler comme on le voudrait. Et donc ça, c'est un défi. Et certains camions embarquent du HVO, d'autres non. Et en fonction des points sur lesquels nous nous rendons. Donc, l'enjeu pour ASO, c'était de décarboner l'intégralité des flux, ce qu'on a réussi à faire avec cette solution qui est traçable et qui nous permet d'ailleurs de délivrer un certificat qui garantit l'utilisation de ce HVO pour le compte d'ASO. D'accord. Parce qu'il n'y a pas le maillage aujourd'hui, le Tour va partout, jusque dans les petites routes de montagne, etc. Il n'y a pas le maillage pour ravitailler vos camions en biocarburant partout. Alors effectivement, on va en haut des Alpes, en haut des Pyrénées, et donc là, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, tiens, ça doit être un sacré défi pour les pilotes, les conducteurs, les chauffeurs de passer sur certaines routes. On peut parler de virtuose, puisque très paradoxalement, on utilise le plus gros camion de la flotte. C'est ce qu'on appelle un porteur-remorque. C'est un porteur avec une remorque articulée. Et c'est les véhicules qui embarquent le plus gros volume. Donc c'est intéressant, mais aussi c'est le véhicule qui est le plus maniable et agile en montagne. C'est plus agile qu'un semi-remorque. Et donc on a aujourd'hui l'essentiel de notre flotte, ce sont ces gros camions que vous voyez sillonner les routes. Ils roulent la nuit? Ils roulent la nuit. Hein. Vous l'avez dit, ce sont des experts de la conduite. On prend les meilleurs conducteurs. On a toute l'année, nous notons nos conducteurs et tous ceux le prérequis, c'est d'avoir une note supérieure à 9. On a des boîtiers embarqués dans les camions qui vraiment déchargent toutes les données sur leur conduite, leur consommation. On parlait de HVO, mais nous avons aussi chez nous le plan bonne conduite, donc une conduite qui permet de moins consommer, de conduire en toute sécurité. Et donc tous les ans, on a cette période de recrutement. Nous avons cette année 250 postulants. On ne peut pas prendre tout le monde. Tout le monde veut faire le tour? Beaucoup veulent faire le tour, en tout cas. Oui, c'est une fantastique opportunité de faire son métier et de sillonner les routes de France et d'associer le sport. Et de participer à un événement comme celui-là. Vous travaillez avec XPO Logistique France sur d'autres événements sportifs? Oui, alors, c'est la division événementielle qui pilote cet événement. Nous avons d'autres événements sportifs, d'autres événements cyclistes d'ailleurs avec ASO. Nous avons aussi des événements culturels. Nous avons des musées mobiles qui se déplacent, un musée, le MUMO, qui se déplace sur toute la France. Nous avons démarré depuis 1 an l'UEFA féminine. Voilà, donc effectivement, nous sommes présents sur beaucoup d'événements sportifs et culturels. Alors, on va sortir de ces événements sportifs et culturels, peut-être pour dézoomer un peu et évoquer les leviers que vous activez pour que votre activité soit moins énergivore, meilleur bilan carbone, etc., etc. Par exemple, si on parle des entrepôts, parce que ça fait partie, là on a beaucoup parlé de transport, un entrepôt, comment on le rend moins consommateur d'énergie? Moins consommateur d'énergie, déjà sensibiliser, comme on le fait pour les camions, donc sensibiliser les équipes à la consommation énergétique. Et puis ensuite, un des projets phares que nous avons mené, c'est de convertir l'électricité au LED. Dans les entrepôts, ça c'est très important. Donc ça, c'est un plan d'investissement sur plusieurs années? Absolument, pluriannuel. Aujourd'hui, on a quasiment tous nos entrepôts qui sont au LED. Ça, c'est un très bon exemple. Et puis on a parce aussi. Ça, c'est un retour sur investissement rapide en plus. Absolument. L'économie, elle est tout de suite, elle est rapide et elle est importante. Elle est quasi immédiate. Est-ce que vous rendez vos entrepôts entre guillemets un peu plus intelligents, c'est-à-dire que pour que l'éclairage soit pas forcément partout tout le temps en fonction des heures? Bien sûr, on a des détections de zones de travail qui permettent d'allumer les zones de travail automatiquement. Donc on a tout ça. On a aussi de plus en plus de connectivité, d'automatisation de nos entrepôts. Oui, bien sûr. Parce que c'était compliqué. La loi obligeait à tout éclairer. Enfin, c'était un peu compliqué. On a eu ça. On a aussi, pour nous, les ombrières. On a eu beaucoup de contraintes. Voilà, on a revu ça. D'accord. Sur les emballages,
Parce que qui dit logistique dit emballage. Donc, est-ce que vous réussissez à réduire la Oui, quantité et puis il y a d'emballage? une nouvelle directive qui est tombée, et donc on a ce souci de récupérer nos emballages. Et d'ailleurs, c'est un de nos métiers de récupérer les emballages. Chez nous, chaque fois que nous faisons du transport, en retour, sur les trajets retour, nous récupérons énormément d'emballages chez tous nos clients, que ce soit l'automotive ou le déchet, nous récupérons beaucoup d'emballages. Est-ce que ça devient un prérequis pour gagner un marché? C'est pour nous, en tout cas, nous en avons fait, un pilier stratégique, parce que déjà, on incarne ces valeurs-là, Mmh. et effectivement, on le retrouve de plus en plus dans les appels d'offres, et on se doit aujourd'hui, d'afficher, nos bilans carbone. Et c'est vrai que le transport, est un des secteurs, pardon, Mmh. les plus émetteurs, hein, plus de 20. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce problème. En tout cas, chez XPO, on a pris ça à bras-le-corps, puisqu'on a également investi beaucoup dans l'électrique. On a parlé de biocarburant, mais on utilise si on a une très grosse flotte de véhicules électriques. On a Ouais. plus de 100 véhicules, 100 poids lourds électriques aujourd'hui. D'accord. Un modèle opérationnel qui est très rodé, qui fonctionne très bien, et qui réduit énormément les émissions. Évidemment. Merci beaucoup, Bruno Klockner. Et donc, bon Tour de France et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, la loi du plomb, les pesticides en question. Notre débat consacré à la loi du plomb Ménoville, on va parler de pesticides avec Maxime Buisard-Blondeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du Bureau national des jeunes agriculteurs, et Thomas Outayakumar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du plaidoyer des programmes à la Fondation pour la nature et l'homme. On dit la loi du plomb, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sénateurs qui y ont travaillé. Laurent Duplomb, sénateur de Haute-Loire, qui est lui-même agriculteur. Elle a été définitivement adoptée le 8 juillet. Alors c'est unique. On va parler vraiment d'un aspect du texte, c'est l'autorisation, le retour de l'acétamipride. C'est un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Quelle filière réclamait ce retour, Maxime Buisard-Blondeau? Toutes les filières sur le principe, parce que l'acétamipride, c'est un insecticide qui a été interdit en France par le législateur en 2017, mais qui est autorisé dans le reste de l'Union européenne. Et donc, même si c'est un insecticide qui ne concerne que quelques filières, sur le principe, c'est un combat. Betterave, noisette. Betterave, noisette, asperges. Sur le principe, c'est un combat qui concerne l'ensemble des filières agricoles françaises, parce que nous ne comprenons pas qu'au sein d'un marché commun, au sein de l'Union européenne, nous ayons des interdictions nationales. Et donc, nous demandons simplement à ce que les règles soient les mêmes au sein de l'ensemble de l'Union européenne, et donc on n'ait pas d'interdiction nationale de produits phytosanitaires. D'accord. Et vous parlez, Thomas Outayakumar, vous n'êtes pas les seuls à la Fondation pour la Nature, mais il y a beaucoup d'associations environnementales qui ont alerté, qui continuent d'alerter en disant que c'est un recul inquiétant. Pourquoi? La PPL du plomb, pour faire simple, c'est la suite logique de la loi, c'est-à-dire la loi La d'orientation loi agricole. d'orientation agricole. C'est-à-dire c'est un peu comme sa mise en œuvre. Et dans cette loi d'orientation agricole, ce qui était dans la logique, c'était d'offrir une vision de l'agriculture pour les 10-20 prochaines années. Et cette vision, qu'est-ce que c'est? C'est une agriculture qui est plus productive, beaucoup plus intensive, c'est-à-dire plus consommatrice en intrants et en énergie. C'est-à-dire qu'il va consommer beaucoup plus d'engrais azotés de synthèse et de pesticides de synthèse. Nous, ce qu'on trouve très regrettable, et ce qui est vraiment le problème de cette loi, mais aussi de cette PPL du plomb, c'est qu'on continue avec une trajectoire qui mène l'agriculture française dans le mur. Pourquoi? Parce que de façon très simple, les compartiments environnementaux sont en très mauvais état. Les sols aujourd'hui sont dans un état déplorable au niveau français et européen. La ressource en eau est dans un état de stress tel qu'on se pose des questions de sa disponibilité et de sa répartition. On en parlera juste après dans le cadre de la PPL du plomb. Et puis la dernière chose, c'est les rendements. En fait, les rendements ne font que diminuer depuis ces dernières années. Donc continuer dans cette trajectoire-là, c'est mortifère pour l'agriculture. Et ça, c'est une démonstration qui est étayée par de nombreux études Alors, aujourd'hui. je veux bien vous entendre là-dessus, Maxime Buisard-Blondeau, parce qu'effectivement, est-ce que vous êtes en train de faire perdurer un modèle économique qui est un modèle du passé et qu'il faudrait changer? Le modèle économique, c'est juste le monde économique dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle n'est pas sous bulle. Et le consommateur français n'est pas dans une bulle. Ce qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, c'est une agriculture mondialisée. Une bonne partie des céréales, du sucre que l'on consomme en France est produit dans d'autres pays de l'Union européenne, voire même dans d'autres pays du monde. Nous, on demande simplement une équité au sein du marché commun. Pour le coup, le législateur, il s'est occupé de choses qui ne le regardent pas. C'est aux scientifiques de l'EFSA, donc l'agence européenne, et de l'ANSES, l'agence française, de déterminer si un produit est dangereux pour l'homme ou pour l'environnement, et donc de l'autoriser ou de l'interdire. Aujourd'hui, l'EFSA et l'ANSES ont donné une homologation à l'acétamipride, donc à cet insecticide, pour qu'il soit mis sur le marché. C'est le législateur qui a choisi de l'interdire sur des fondements très politiques et pas sur des fondements scientifiques. Donc nous, on appelle à ce que
s'il y a des efforts à faire pour améliorer l'environnement, ce soit une révision des règles d'homologation au niveau européen et pas une implication législateur. Imaginez que chaque député, chaque sénateur se prononce sur les centaines de molécules qui existent en agriculture ou sur les milliers de molécules qui existent pour l'industrie, pour la pharmacie. Mais d'accord, mais sur cette molécule spécifique, cette acétamipride, il y a des alternatives ou pas? Parce que je sais que les filières, notamment betterave, ont travaillé sur des alternatives. Alors, il y a quelques alternatives qui commencent à exister, mais qui aujourd'hui ne sont pas concurrentielles, c'est-à-dire qui ont un coût bien plus élevé que l'usage de cet insecticide. Et aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un marché ouvert, si on augmente de trop nos coûts de production, soit on n'écoule pas nos productions, soit on les écoule à perte. Vous connaissez aujourd'hui le très faible revenu des agriculteurs français. On ne peut pas être mis en concurrence déloyale avec des règles franco-françaises qui augmenteraient nos coûts de production et feraient soit vendre à perdre, soit ne pas avoir de débouchés pour nos produits. Votre avis sur l'alternative, Thomas Outayakoum? Deux points quand même sur le marché. On répond au marché par des règles de marché. Aujourd'hui, à la FNH, nous, on est pour les mesures miroirs, c'est-à-dire l'interdiction d'importer des aliments qui ont été produits avec des pesticides interdits dans l'Union européenne. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire à des agriculteurs allez vers l'agroécologie et eux se retrouver avec leurs produits qui ont des règles du jeu qui sont très différentes des nôtres. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais les mesures miroirs, ce n'est pas le statu quo. Pour nous, à la FNH, c'est mettre en place des mesures miroirs, et c'est un peu ce qui est dit là, c'est permettre aux agriculteurs d'avoir l'appel d'air nécessaire pour se diriger justement vers l'agroécologie. Ça, c'est un point très important. Parce que ça prend du temps, parce que c'est des investissements, parce que le protectionnisme, il y a un modèle économique avec une marge qui est faible. Et donc, je repose la question de l'alternative à ce pesticide, parce que est-ce qu'on a mis suffisamment de moyens, ça rejoint ce que vous dites, pour trouver une alternative? On n'en a pas mis suffisamment. Il y a encore 8 ans, on parlait des plans de filière au niveau des interprofessions, et j'étais directement en discussion avec les gouvernances de ces interprofessions. Ça fait 10 ans qu'on en parle, même 20 ans qu'on parle de ces alternatives. Première chose, la R&D n'a pas été suffisamment investie, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans certaines impasses. La question de l'acétamipride, qui est aujourd'hui le seul cas de surtransposition. Lorsque notre ministre de l'Agriculture nous parle d'une liste interminable de surtransposition, elle n'existe pas. C'est pas vrai. Sur l'acétamipride, qui est un vrai cas de surtransposition, qui est le seul néonicotinoïde autorisé en Europe. Le seul pays qui l'avait interdit. Parce que juste avant, pour donner la nuance, lorsqu'on parle de mesures miroirs, c'est des pesticides interdits dans l'Union européenne qui proviennent des pays tiers. Mais au sein de l'Union européenne, l'acétamipride est le seul cas de surtransposition. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que la PPL du plomb a pris la noisette comme alibi, avec la betterave en ligne de mire. C'est ça, en fait, la stratégie de la PPL du plomb. C'est-à-dire, on n'est pas sur 8000 hectares, on est sur un demi-million d'hectares qui vont être justement touchés par cet acétamipride. La question que vous posez, Thomas Huck, c'est est-ce que finalement on peut se passer de cet acétamipride? Lorsqu'on regarde les rendements de ces dernières années sur la filière betteravière ou sur la noisette, on a eu des très bonnes années. Oui, mais après l'interdiction de l'acétamipride. Mais Maxime Bizarre-Blondeau nous dit que c'est pas rentable, ça coûte plus cher les alternatives. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand même. Non, parce que pour le coup, lorsqu'on regarde des rendements et lorsqu'on regarde le péril économique du filière, on le regarde sur plusieurs années. Lorsqu'on regarde la filière noisette, elle a doublé ses surfaces depuis ces dernières années, on est d'accord. Et diviser ses rendements par 5 depuis que l'acétamipride est interdit. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des années sur lesquelles, post-interdiction de l'acétamipride, on a eu des très bonnes années, et donc c'est pas du tout vrai. La deuxième chose, c'est sur le péril économique. Si moi je vois qu'une filière est en péril, à ce moment-là, je peux agir. Lorsqu'on voit sur les dernières années, la noisette et la betterave, le péril économique est surfait, notamment sur la noisette, parce qu'il y a justement une opportunité économique. Et lorsqu'on parle aux producteurs de noisettes, eux-mêmes le disent. Il y a une opportunité française à y aller. Votre argument, je veux bien que vous puissiez répondre là-dessus sur effectivement, peut-être le manque de volonté ou d'investissement pour trouver une alternative qui soit rentable, et puis sur le degré de dangerosité pour la filière, notamment betterave, de voir ces parts de marché disparaître en Europe à cause de la concurrence notamment allemande qui, elle, utilise ce pesticide. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur ce produit ou sur ces filières. Le sujet, il est de quelle politique agricole nous avons en France et en Europe. C'est en commençant par l'agriculture qu'on a construit la politique européenne et maintenant l'Union européenne. Si on est persuadé du projet européen, il faut qu'au sein du marché, on ait des règles communes. Aujourd'hui, depuis 2017, nous avions en France une interdiction spécifique. Et vraiment, j'insiste sur le principe, parce que si on l'accepte pour l'acétamipride, on peut l'accepter pour beaucoup de choses. D'accord, mais est-ce que, oui ou non, ces filières, et notamment la filière betteravière, elle est en danger à cause de cette concurrence déloyale que vous avez dénoncée? La filière betteravière, elle a une concurrence internationale, européenne et extra-européenne très forte.
Et donc la capacité qu'on a à avoir des surcoûts de production comparés à nos concurrents étrangers est faible. Et aujourd'hui, le retrait des néonicotinoïdes, pour le coup, impacte la filière. Et en effet, il y a eu des bonnes années en betterave, on ne va pas dire le contraire. Sauf que la performance d'une entreprise, qu'elle soit agricole ou que ce soit une entreprise générale, elle ne se mesure pas aux meilleures années, elle se mesure à la moyenne. Et on voit bien que depuis que les néonicotinoïdes ont été interdits, les rendements baissent, nos coûts de production augmentent. Et donc aujourd'hui, les surfaces en betterave en France diminuent, la production de sucre en France diminue. Et ce n'est pas la perspective que nous, aux jeunes agriculteurs, on porte pour l'agriculture française. On a envie de continuer à produire, on a envie de continuer à produire des emplois, à créer des emplois, et à exporter. Pour ça, on a besoin des mêmes règles de production que nos concurrents allemands, polonais ou espagnols. D'accord. Bon, ça, on l'a bien compris. Je voudrais ouvrir un dernier chapitre sur la dangerosité de ce produit. Je commence avec vous, parce que vous êtes les premiers concernés, vous le maniez, l'utilisez. Il est dangereux. Alors, pour les abeilles, on le surnomme le tueur d'abeilles. Bon, je peux bien vous entendre là-dessus, mais pour l'homme aussi ou pas? Bon, déjà, je ne suis pas scientifique, c'est pas à moi de déterminer. Non, mais j'imagine que si je reproche suffisamment. Si les jeunes agriculteurs se retrouvent à l'utiliser, c'est une vraie question. Je reproche suffisamment à nos femmes et à nos hommes politiques de prendre des décisions sans avoir l'expertise pour moi-même ne pas exprimer d'avis là où je ne suis pas compétent. Ce qui est sûr, en effet, c'est que les agriculteurs sont les premières personnes exposées aux produits phytosanitaires, que nous avons des progrès constants à faire pour réduire, et c'est un objectif, je pense qu'on partage, réduire de manière générale l'utilisation des pesticides, en particulier des plus dangereux d'entre eux. Moi, je fais confiance à nos scientifiques et à nos agences européennes et nationales pour interdire les produits qui sont dangereux pour l'homme. Et ce produit, l'acétamipride, ce produit a été réhomologué il y a 2 ans par l'EFSA pour 10 ans, avec des conditions d'utilisation qui sont encadrées. Ce n'est pas parce qu'un produit homologué qu'on en fait n'importe quoi, n'importe quand. Les conditions d'utilisation sont homologuées. On parlait de la betterave, pour le coup. La betterave, vous disiez, tueur d'abeilles. Une betterave, de 1, ça ne fleurit pas. Et de 2, les néonicotinoïdes, on ne les utilise pas, on ne les pulvérise pas sur les parcelles, on enrobe la graine. Et donc, il n'y a pas de contact entre l'atmosphère où sont les abeilles et le produit phytosanitaire. Alors, comment vous comprenez, vous expliquez, Thomas Outaya-Kumar, que ces agences aient de nouveau autorisé ce produit? C'est plus compliqué que ça. En fait, l'Europe a déterminé justement que l'acétamipride posait problème. Non. Non. Clairement, puisque les limites maximales de résidus ont été divisées par 4-5, donc ce qui montre qu'il y a des effets sur la santé, que c'est un problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le chaînon des néonicotinoïdes, c'est-à-dire la France a été pionnière. Tous les néonicotinoïdes précédents, méthoxam, imidacloprid, tous ces noms un peu compliqués, ont été interdits par la France en premier. L'Union européenne a suivi. L'acétamipride va suivre le même parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que les limites maximales de résidus ont été divisées par 4-5. Et donc, c'est un problème avéré pour la santé humaine et pour l'environnement. Si, c'est comme ça que ça marche les LMR. Et le deuxième point qui est important, c'est que vous avez un problème sur l'environnement et sur la santé, mais ce texte-là, il est très simple. C'est de favoriser une minorité d'agriculteurs. J'appelle ça, moi, le texte des 3%. Lorsque vous avez un élevage qui est gros et qui représente seulement 3% des agriculteurs, ou lorsque vous avez des grands irrigants qui représentent qui consomment 50% de l'eau dans le secteur agricole, c'est une minorité d'agriculteurs qui sont touchés. 97% ne sont pas touchés, les crises vont se répéter. Les syndicats majoritaires vont revenir ici pour raconter la même chose. Vos arguments aux uns et aux autres. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation. Tout de suite. Smart Ideas avec Awa Dramé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Time to Start, c'est une association que vous avez créée en 2016. Avec quelle idée? Le point de départ, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a un vrai potentiel entrepreneurial. On a beaucoup d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui souhaitent se lancer, mais parfois n'ont pas accès aux écosystèmes d'accompagnement et de financement. Et surtout, ont besoin d'accompagnement très personnalisé. Parce que le constat, c'est qu'il y a une vraie mixité de profils et donc une mixité de besoins, de difficultés et d'ambitions. Et avec Time to Start, notre objectif, c'est justement d'accompagner tous ces besoins, toute cette mixité et ces talents. Et donc, on propose des programmes d'incubation et d'accélération pour les porteurs de projets et de financement avec un dispositif de prêt gratuit qui propose en fait des prêts de 3 000 à 30 000 euros. C'est une sorte de prêt d'honneur en quelque sorte. C'est un prêt d'honneur, mais c'est plutôt un format prêt gratuit parce qu'il n'y a pas d'obligation de cofinanceur, pas d'obligation de crédit bancaire et pas d'obligation de garant. Et donc l'idée, c'est d'être vraiment agile parce qu'en fait, on s'est rendu compte que
Il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans les territoires populaires, qui ont besoin d'accéder au financement, mais parfois n'ont pas d'apport pour justement aller chercher du prêt Oui, ça bancaire. permet de convaincre une banque derrière, c'est ça en quelque sorte. Exactement, C'est-à-dire que c'est un prêt à taux zéro que vous faites, c'est c'est ça? ça. Et ensuite, la porteuse ou le porteur de projet va aller voir la banque et ça va rassurer la banque en quelque sorte que vous ayez fait un premier tamis autour du projet, c'est ça? C'est ça l'objectif, c'est Ouais. vraiment de faire effet de levier Mhm. et permettre aux porteurs de projet d'aller chercher d'autres financeurs derrière. Et alors vous, votre financement, il vient d'où? Alors nous, on est soutenu par des acteurs publics comme BPI-France Ouais. et aussi par des entreprises privées comme KPMG, comme RSM, comme SFR ou BNP. Et ça nous permet en fait de proposer nos programmes gratuitement et justement aussi de proposer les prêts sans intérêt et sans frais de dossier. Alors, il y a déjà ce constat, et qu'on a déjà fait plusieurs fois dans cette émission, d'un entrepreneuriat qui n'est pas forcément suffisamment inclusif. Si on focus un peu sur les femmes, c'est Oui. vrai que, alors est-ce que c'est toujours vrai d'ailleurs, que les femmes ont plus de mal, quand elles arrivent avec un projet de création d'entreprise, à lever des fonds? C'est toujours vrai ça? C'est une réalité malheureusement qui est Mm. encore très présente. On se rend compte que les femmes ont en moyenne 30% de moins de chances de lever des fonds que les hommes. Donc ça, c'est un constat qui est réel, qui est présent. Ça vient du machisme de la finance ou aussi un peu d'une autocensure? Je pense que c'est entre guillemets, un mix des Un deux, mix des deux, oui. parce que les investisseurs ont tendance finalement à soutenir des entrepreneurs qui leur ressemblent. Mm. Et donc, on sait que voilà, le monde de l'écosystème entrepreneurial est quand même très masculin. Ouais. Et donc, on a plus de mal à soutenir effectivement l'entrepreneuriat des femmes ou l'entrepreneuriat de manière plus large de la mixité. Heureusement, aujourd'hui, on a des dispositifs qui commencent à se mettre en place, mais c'est clair que c'est insuffisant. Et Et puis, après, l'ambition, ça s'apprend, on peut dire ça? C'est une formule que vous employez, ça, je crois. Oui, je pense qu'il faut aussi casser un peu les barrières mentales qu'on peut Ouais. avoir. Notamment, c'est vrai que parfois, certaines femmes se mettent des barrières, se freinent malgré tout ce potentiel. Et notre rôle avec l'accompagnement, c'est aussi de valoriser leur potentiel, c'est aussi de leur permettre de prendre confiance. Et donc, on commence petit avec Time to Start, mais on va grand. Effectivement. Et alors, là, je généralise de nouveau. L'idée, c'est de ne pas passer à côté de ce potentiel d'énergie, de bonnes idées aussi, quoi, d'idées d'entreprise. C'est ça. Moi, je crois beaucoup qu'en réalité, la dynamique entrepreneuriale, si on veut faire bouger les lignes, notamment dans les quartiers populaires, ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par l'accompagnement des employeurs de demain. Et l'idée, c'est aussi de permettre à ces entrepreneurs de créer des commerces de proximité, de vraiment rendre dynamique finalement leur territoire. Et d'ailleurs, on a souvent des entrepreneurs qui ont un projet en lien avec leur territoire, qui ont aussi des projets à impact. Et donc, pour nous, accompagner ces entrepreneurs, c'est comme créer un cercle vertueux, puisqu'on sait qu'ils vont créer de l'emploi, on sait qu'ils vont redynamiser les territoires, on sait qu'ils vont aussi impacter la société d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont un regard aussi sur les enjeux sociétaux actuels. Et donc, c'est à la fois permettre aux entrepreneurs de créer leur entreprise, mais c'est aussi accompagner les futurs décideurs de demain. Merci beaucoup, Awad Ramé, et bon Merci vent à à vous. Time to Start. Voilà, c'est la Merci fin de ce beaucoup. numéro de Smart Impact. Je vous dis à très vite sur Bismart for Change. On va vous proposer les meilleurs moments de l'émission pendant tout l'été. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier Alexis Mathieu, Marie Villa et Juliette Miglierina qui m'ont accompagné tout au long de cette saison et qui partent d'ailleurs vers de nouvelles aventures à l'intérieur ou à l'extérieur de Bismart. Je voudrais remercier Nicolas Juchat et Grégoire Favet qui encadrent la rédaction et qui sont toujours de très bons conseils. Et puis les équipes techniques, je ne peux pas citer toutes celles et ceux qui ont participé à la saison. Et donc, ils vont les représenter. Pierre-Loup Bergognier, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son, pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis donc à très vite sur Bismart for Change. Merci.